développe, on en parle, on découvre, on débat, on partage, on s'informe, on s'amuse. Sur On FM, ça se passe ici et maintenant avec Nathalie Salamollard. Ici et maintenant. Ce matin, on s'intéresse au coaching en neurosémantique dans Ici et Maintenant, en compagnie de Jean-Yves Butet, coach certifié. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous appelle aussi Metastate Practitioner, que l'on peut traduire en simplifiant par praticien en émotion. C'est juste ? Voilà, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Alors, voilà, on a peut-être l'idée, enfin en tout cas moi j'ai envie de vous poser cette question, un coach comme ça de vie, un coach certifié, on a l'impression que ça peut être toujours heureux, de bonne humeur. Est-ce que c'est le cas et qu'est-ce que vous vous dites le matin quand vous vous réveillez ? J'ai une technique en fait au lever, c'est que pour être sûr de me lever du bon pied, en fait je pose la plante des pieds, des deux pieds en même temps sur le sol. Ça peut pas vous lever du pied gauche. Exactement. Mais c'est simple en fait. C'est pas compliqué. Allez, je vais essayer dès demain. Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Yves Butet. On se retrouve dans un instant pour que vous nous parliez du coaching et de la neurosémantique. Et vous qui êtes à l'écoute, bonjour et bienvenue. Ici et maintenant, jusqu'à 11h. Ce matin, un coup de projecteur sur le coaching et sur une méthode qui s'appelle la neurosémantique. Pour nous en parler, Jean-Yves Butet. Jean-Yves Butet, avant de nous parler de neurosémantique, donnez-nous votre définition à vous du coaching. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent aujourd'hui. C'est vrai qu'il est utilisé un tout petit peu à toutes les sauces et puis c'est difficile des fois d'en avoir une vue précise. Peut-être ce que le coaching n'est pas pour commencer, parce que vous savez, donc, dans notre entourage, on a toujours en fait une grande quantité de personnes qui sont remplies de bienveillance en fait, et puis qui ont envie finalement de sauver le monde, qui ont envie d'aider les autres, et puis qui vont promulguer une multitude de conseils. Et le coaching, justement, c'est pas donner des conseils. On n'est pas là pour trouver des solutions à la place de la personne qui s'en vient pour nous donner un mandat, mais on est plutôt là pour la cadrer, on est plutôt là pour l'orienter par la réflexion, en lui posant des questions, solliciter chez lui la réflexion afin qu'il trouve lui-même en fait sa propre solution. Je pense qu'une solution qui vient de nous a beaucoup plus de valeur qu'une solution qui nous est confiée par quelqu'un d'autre, quoi. Ah ouais, c'est important de le souligner. Alors le coaching, on a à peu près une idée. De toute façon, on va en parler pendant cette émission. Et la neurosémantique, c'est un petit peu plus hermétique. Expliquez-nous. Effectivement, ça peut paraître un tout petit peu compliqué. Neurosémantique, on pourrait traduire ça par deux autres termes. On pourrait dire en fait il y a la signification et il y a l'expérience. Deux choses qui sont complètement dissociées. Peut-être une image qui sera plus parlante qu'une définition. On peut imaginer par exemple dans un petit immeuble deux familles qui vivent sur le même palier. Et là, ces deux familles, en fait, ont toutes les deux un garçon qui va à l'école avec le même professeur. Et les deux garçons de cette famille, un jour, rentrent pas à l'heure. Et c'est 12:15 et tout d'un coup, les enfants ne sont pas rentrés. Dans le cas de la première famille, le père, à un moment donné, va se dire « Tiens, mon garçon n'est pas rentré, c'est inquiétant. » Et lui, dans son système de croyance, il va se dire « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être qu'il s'est fait shooter par une voiture ou alors il s'est fait enlever. » Il va dramatiser et au niveau de l'expérience qu'il va vivre, il va même peut-être ressentir de la peur, de la panique, et il va se mettre dans une situation qui sera vraiment désagréable pour lui. La deuxième famille, le père, lui, va se rappeler en fait des souvenirs d'enfance, va se dire, moi je me souviens en fait quand je rentrais de l'école, et lui, c'était quelqu'un qui était un petit peu un artiste, qui aimait les choses, et puis alors il ramassait des cailloux, et puis il avait l'impression d'avoir trouvé un diamant, et puis alors tout d'un coup il en prenait un autre, il se mettait en retard, et puis voilà, donc il rentrait. Donc là, on comprendra que dans le deuxième des cas, à la place d'avoir de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse ou de la panique, c'est plutôt en fait un souvenir d'enfance qui va lui revenir et puis qui va solliciter un petit peu de nostalgie de ces belles années passées. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on a une situation qui est identique pour les deux familles. Par contre, l'expérience vécue est différente parce que les croyances de chaque personne sont différentes. Donc, au niveau de la neurosémantique, plutôt que de travailler directement sur la problématique, on va voir quelles croyances, en fait, engendrent une certaine émotion, quoi. Donc, on va à la racine d'un souvenir, on peut dire ça comme ça ?
Ça peut être un souvenir, mais ça peut être plus loin que ça, parce que les croyances, en fait, elles sont basées sur toute l'éducation qu'on a reçue. Elles sont basées, en fait, sur le milieu social, culturel dans lequel on évolue. Les religions ont influencé aussi notre manière de croire aux choses. Donc, toutes ces choses ensemble vont faire qu'on va avoir des croyances. Et les croyances qui sont le plus ancrées, le plus importantes pour nous, vont être des valeurs. Et ces valeurs, elles vont nous servir souvent de ligne conductrice dans notre manière de voir les choses, quoi. Elles ne sont pas toujours très correctes, elles ne nous conviennent pas toujours à nous, ces valeurs. Des fois, elles ne nous conviennent pas, mais la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'on n'est pas obligé d'être rivé, ancré par rapport à nos valeurs. On peut en changer. Ça, c'est important également. Alors, la neurosémantique, le coaching, c'est deux domaines qui peuvent être liés, justement. Vous pouvez utiliser la neurosémantique en faisant du coaching. Tout à fait. Là, assez régulièrement, moi, je peux vous parler d'un exemple concret. J'ai une personne de 50 ans là, qui s'en vient, et puis elle vient pour une séance de coaching. Sauf qu'en fait, on va peut-être détailler ça un petit peu plus tard, mais au départ... ce qui paraît être une demande tout à fait simple, c'est-à-dire cette personne, elle veut voyager. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, on s'aperçoit en fait que si elle ne l'a pas fait jusque-là, c'est tout simplement parce qu'elle a une phobie, c'est qu'elle a peur de monter dans un avion. Donc là, le coach suffit plus. Il va falloir travailler en fait sur l'anxiété, sur l'angoisse et sur la phobie. Et là, la neurosémantique va permettre la réalisation de son objectif. Alors là, vous venez de nous livrer un exemple rapidement. Quelles sont les problématiques qui peuvent être traitées grâce à la neurosémantique ? Alors, au niveau du coaching, on va travailler essentiellement dans la solution. On va travailler sur l'obtention d'un objectif, soit +2 ou -2. Alors qu'en neurosémantique, si on travaille avec des particuliers, on va pouvoir résoudre en fait tous les blocages, les sabotages, l'anxiété chronique, la dépression latente, ou alors des fois à la suite d'un burn-out, on va permettre à la personne de pouvoir se redynamiser, de pouvoir entreprendre des actions qui vont l'amener à se remettre en mouvement. On va continuer de creuser le sujet avec vous. Jean-Yves Butet, je vous propose une petite respiration musicale. Ici et maintenant. Le coaching neurosémantique, on en parle jusqu'à 11h. Jean-Yves Butet, on peut faire appel à un coach certifié pour plusieurs raisons. Il peut s'agir de projets professionnels ou alors de raisons plus personnelles. Vous nous avez donné un exemple avant avec une personne qui voulait voyager. Voilà, typiquement un projet plutôt personnel. Donc, pour reprendre cet exemple-là, j'ai à jour une personne dans la cinquantaine qui s'en vient chez moi. Et puis, de prime abord, une personne qui avait l'air d'être bien dans sa peau et puis d'avoir réussi. Donc, bien sûr, lui, une belle voiture, de beaux habits. Et là, il m'explique qu'il a travaillé très, très fort jusqu'à 50 ans, qu'il était auto-entrepreneur. Et que vraiment, il a mis beaucoup d'énergie et tout s'est bien passé pour lui. Sauf qu'il a l'envie de faire autre chose de son existence et puis qu'il souhaiterait voyager. Alors, pour moi, je me suis dit, tiens, une personne qui a l'air bien sur lui, qu'est-ce qui lui empêche finalement de voyager? Et puis, alors, on a discuté un petit peu de la chose, parce que le coaching, c'est aussi ça, c'est simplement discuter ensemble, c'est créer du lien. On n'est pas dans une relation, on va dire, de médecin à patient. On est plutôt dans une relation où on va discuter comme entre deux amis. Et là, lui me parle de son projet de voyager, tout ça. Et dans un premier temps, il fallait en fait cadrer l'objectif, savoir exactement ce que c'était. Parce que voyager, pour moi, c'était pas un objectif. Il fallait savoir peut-être où c'est qu'il voulait aller, combien de temps il voulait aller, afin que son objectif en fait soit spécifique, qu'on puisse mesurer, savoir s'il sera réussi ou non, et puis surtout de savoir si c'est atteignable ou pas. Et là, donc, pour lui, depuis qu'il était jeune, il avait envie d'aller en Asie. Et puis, ça lui avait toujours donné envie de découvrir cette culture. Et puis, donc, l'idée étant de partir pendant 3 mois et de découvrir quelques pays d'Asie. Et puis là, on commence notre séance et à un moment donné, donc, je lui pose la question par rapport aux embûches qu'il pourrait trouver sur son chemin. Qu'est-ce qui pourrait lui empêcher finalement d'atteindre cet objectif? Et là, il me dit, donc j'ai une phobie. Pour moi, je suis terrorisé à l'idée de monter dans un avion. Alors, vous pensez bien que pour le coach qui pensait qu'en 3 séances ça serait réglé, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation qui est beaucoup plus complexe. Et là, on n'est plus
on va dire dans un premier temps, c'est plus le voyage qui est important, mais c'est plutôt de régler en fait cette problématique. De voir en fait quelle croyance en fait cette personne attribue en fait à l'avion, qu'est-ce qui fait en fait qu'il a peur, qu'est-ce qui fait qu'il est terrorisé de prendre un avion. Et puis là, là donc dans un premier temps, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que ça représentait pour lui déjà en fait de se retrouver dans un appareil, de se retrouver en altitude. Et un petit peu plus loin, on s'est aperçu en fait que c'était pas tellement l'appareil en soi, c'était le fait d'avoir le vide sous les pieds, et puis après c'était le fait de se retrouver au-dessus de l'océan, et puis d'avoir peur de tomber, et puis d'avoir peur de mourir. En soi, c'est l'angoisse, c'est toujours un petit peu ça, c'est toujours cette peur de mourir, quoi. Alors là, vous nous avez un petit peu expliqué le déroulement aussi d'une séance. L'écoute est très importante. Alors, bien sûr, je pense que si on a 2 oreilles et une bouche, c'est parce que c'est 2 fois plus important d'écouter que de parler, quoi. Très bien, on va continuer de parler dans un instant. Vous utilisez cette méthode de neurosémantique et le coaching dans le cadre professionnel pour améliorer l'ambiance dans les équipes de travail, un sujet assez important. Ici et maintenant. Vos questions, vos réactions, 027 327 20 30. Ici et maintenant. Ici et maintenant, jusqu'à 11h. L'ambiance au travail, c'est un sujet qui touche tout le monde. Alors ça, pas de souci. La plupart d'entre nous, nous en mesurons bien l'importance d'une bonne ambiance, d'une bonne communication entre collègues. Hélas, il est assez rare que les conditions idéales soient réunies. Mais vous, Jean-Yves Butet, vous proposez également des séminaires pour améliorer ou favoriser une atmosphère saine au travail. Alors expliquez-nous comment faire. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gens et on les sort de leur contexte. Déjà pour qu'ils se sentent plus sous la région de leur chef et tout ça. Et puis, après, ça va dépendre si on va avoir les managers d'une société ou alors si c'est une toute petite PME puis qu'on va prendre tout le monde. Mais c'est pas très différent dans un cas comme pour l'autre. On va sortir ces gens de leur milieu et on va faire des petits ateliers sur le travail des émotions. Par exemple, là où on peut intervenir avec la neurosémantique, c'est de faire comprendre aux gens en fait le principe de base, c'est-à-dire d'un point de vue thérapeutique, là où la neurosémantique elle prend son sens, c'est qu'on va en fait expliquer les 4 pouvoirs que chaque être humain possède. Donc des pouvoirs qui sont dirigés, on va dire, vers l'intérieur. On a le pouvoir de penser. Et puis, on a aussi le pouvoir de ressentir. Donc, c'est les 5 sens, auditif, visuel, olfactif, gustatif et le toucher kinesthésique. Donc ça, c'est 2 pouvoirs qu'on a qui sont tournés vers l'intérieur. Et on a 2 pouvoirs qui sont tournés vers l'extérieur, qui sont communiquer et agir. Et on comprend bien par rapport à différentes situations qu'on va vivre dans une entreprise que l'événement extérieur, si on le mélange aux croyances, va faire que la personne va penser d'une certaine manière, va ressentir les choses d'une certaine manière. Et plus on va penser d'une certaine manière, plus notre communication et nos actions, elles vont être orientées en fait par notre manière de penser. Une chose toute simple, on parlait de l'exemple tout à l'heure par rapport à ces 2 pères de famille, où tout d'un coup, chez un, donc, il y a une émotion de panique, et puis pour l'autre, au contraire, c'était plutôt de la nostalgie. Donc imaginez quand la personne, elle va ressentir de la panique, quand elle va ressentir de la peur, de l'angoisse, eh bien, elle va communiquer et agir de manière complètement différente de l'autre personne qui, elle, ressentait en fait plutôt de la nostalgie. Donc en entreprise, quand on se retrouve face à différentes personnalités, avec des expériences de vie complètement différentes, on va se retrouver avec des personnes qui en fait n'ont pas le même mode d'emploi pour la vie. Et on les confronte dans une situation identique. Pour une personne, par exemple, qui lui va avoir comme idée de base, c'est-à-dire le respect de l'environnement et autres, et une autre qui, au contraire, aura une valeur de base qui sera la sécurité. Si on parle d'aviation, par exemple, pour un, c'est du bruit, c'est des nausées, c'est quelque chose qui va déranger, qui va même mettre en colère, alors que pour un autre, peut-être ça va être le fleuron de l'aviation moderne, et tout ça, ça va provoquer de l'admiration. Tant qu'on a des points de vue qui sont divergents, c'est difficile de créer une cohésion d'équipe. Bien sûr, le but n'étant pas de changer en fait la vision de chaque personne, le but étant simplement d'amener à comprendre qu'on peut avoir des idées divergentes et pourtant être bien ensemble et essayer de se comprendre mutuellement, quoi.
Il y a une notion de respect, j'imagine, qui entre en jeu. Je crois que c'est la première des notions que chaque être humain devrait mettre en place, effectivement. Très bien. Pourquoi faire appel à un coach si vous n'en êtes pas encore convaincu? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Le coaching, on en entend parler de plus en plus, depuis quelques années déjà. Jean-Yves Butet, pourquoi faire appel à un coach? On se dit qu'il y a beaucoup de thérapeutes alternatifs, de psychologues, de psychiatres, etc. Pourquoi un coach? On n'a pas le même rôle. Effectivement, un coach, c'est une personne qui va être là en fait pour vous accompagner dans un projet. Peut-être que l'avantage d'avoir un coach, c'est qu'on sera vraiment toujours orienté solution. Donc, on sera orienté instant présent et éventuellement solution à venir. Alors que peut-être il y a d'autres techniques, on va dire comme la psychothérapie, qui seront plus dans le passé pour aller résoudre des problématiques. L'avantage de faire appel à un coach pour un projet, par exemple, professionnel, ou alors un projet de voyage, ou un projet, par exemple, une perte de poids, ou quelque chose comme ça, c'est qu'on aura possibilité, en fait, de créer un lien avec une personne qui va solliciter la réflexion chez nous. Par exemple, si on prend une personne qui décide de perdre 4 kilos, dans un premier temps, cette personne, elle va se dire, tiens, moi, perdre du poids, qu'est-ce que je dois faire et tout ça, elle va se poser 1000 questions. Le coach, lui, va se dire, ok, quelle importance ça a pour vous de perdre du poids? Et puis tout d'un coup, on va s'apercevoir finalement qu'il s'agit en fait, pour la personne, d'améliorer son image et puis sa confiance en elle et puis l'estime. Alors là, le coach va pouvoir bifurquer, travailler sur l'estime, travailler sur la confiance, et tout d'un coup, on va faire un travail de développement personnel avec une personne qui était venue avec une demande de perte de poids. Donc, le coach, lui, il est plutôt orienté solution et développement personnel, quoi. On a reçu quelques questions, Jean-Yves Butet, je vais vous les soumettre. Alors, une question de Marie-Thérèse, qui a un enfant dans son entourage, qui est un petit peu agressif, un peu excité comme ça avec les gens qui l'entourent. Précisément, il a 10 ans. Ses parents sont divorcés, nous a-t-elle précisé. Elle se demandait si c'était utile de passer par un coach, peut-être avant de passer par la case psy. Bon, je pense que dans un premier temps, on devrait peut-être déjà se rencontrer avec l'enfant pour voir exactement quel est son comportement. Souvent, dans des situations difficiles, l'enfant a tendance à réagir et à communiquer, à agir en fonction finalement de son ressenti. Si il n'est pas en paix avec lui, bien sûr, à un moment donné, qu'il va être plus agité et puis il va vouloir en fait montrer qu'il est là, et il va utiliser un type de communication qui peut être apparenté, peut-être des fois à quelque chose de violent ou de pas cohérent. Donc effectivement, je pense qu'on peut se rencontrer. Souvent, pour les enfants, ils ont un blocage quand il y a une personne extérieure qui commence à leur poser des questions. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est se rencontrer avec les parents, et puis peut-être donner quelques pistes aux parents, donner quelques clés, et eux vont pouvoir au retour à la maison poser des questions à l'enfant, et puis ouvrir le débat, ouvrir le dialogue, parce que c'est souvent par là qu'on va se diriger vers la solution, c'est en commençant à communiquer, quoi. Et comme vous me disiez également hors antenne, c'est important que la personne qui a le souhait d'avancer ait envie, que ce soit une démarche vraiment personnelle et libre de faire appel à un coach. Bien sûr, parce que c'est pas celui qui en a besoin qu'on peut aider, c'est celui qui en a le désir. Si vous prenez par exemple une demande assez typique que j'ai, souvent j'ai une personne qui m'appelle et puis qui me dit, écoutez, voilà, j'ai un problème avec mon mari parce que mon mari a un problème de consommation d'alcool et je sais plus quoi faire et tout ça. Le phénomène, c'est que je vais pas pouvoir aider son mari. Éventuellement, je vais pouvoir l'aider, elle, à avoir une meilleure compréhension de là où elle souhaiterait aller, si ça lui convient, cette situation ou non, et pour en changer, comment faire, quoi. Donc, effectivement, il faut que la personne soit désireuse d'aller vers le changement. On a également reçu un appel de Maria de Sierre qui nous dit que sa fille a 23 ans, que c'est une fille un peu timide mais très débrouillarde, qui n'a pas peur de grand-chose, sauf de l'ascenseur. Alors elle est terrifiée à l'idée de prendre l'ascenseur, même pour un étage, du rez au premier étage. Elle demandait si le coaching, justement, tout comme les voyages, vous l'avez expliqué, la phobie de l'avion, pouvait entrer en jeu dans ce genre de peur, d'angoisse.
Oui, parce que probablement qu'il s'agit là de claustrophobie, donc probablement que c'est le fait de se retrouver dans un espace restreint qui va créer chez elle, en fait, tout d'un coup, une peur démesurée, parce que c'est un petit peu ça, l'angoisse, c'est une peur démesurée, qui peut tourner dans certains cas à la panique, quoi. C'est, celui qui n'a pas vécu l'angoisse peut pas vraiment comprendre à quel point c'est quelque chose qui peut être désagréable, quoi. Donc, dans son cas de figure, par rapport à la neurosémantique, on a la possibilité, effectivement, de travailler sur l'émotion, c'est-à-dire de diminuer déjà cette angoisse générée par la claustrophobie, et puis on va pouvoir l'accompagner dans différentes démarches qui vont effectivement pouvoir résoudre ça, quoi. Les bénéfices du coaching, de la neurosémantique, on en parle dans un court instant. C'est le dernier moment, si vous avez des questions, vous aussi, à nous transmettre par téléphone ou par mail direct@ronefm.ch. Une autre question nous est parvenue ce matin dans cette émission consacrée au coaching et à la neurosémantique. Une question d'Anne qui s'intéresse et qui nous demande qu'est-ce qu'il y a comme parcours pour la formation pour devenir coach. Quelles sont les formations existantes reconnues, Jean-Yves Butet ? Alors bon, il y a une multitude de formations reconnues qui vous permettent d'être coach. Je ne vais pas faire forcément de la publicité pour un organisme. Par contre, il faut savoir qu'être coach, c'est un métier. Et comme pour tous les autres métiers, donc il y a un processus scolaire qui fait qu'on va étudier en fait différentes choses. Souvent, les gens font plus qu'une seule formation. Un premier pas pour être une école de coaching. Et ensuite, de se spécialiser, par exemple, comme pour ma part, ça a été la neurosémantique, il peut y avoir la PNL, il peut y avoir l'hypnose. En fait, je pense qu'il n'y a pas une solution. En fait, le vieil adage qui dit que tous les chemins mènent à Rome, pour moi, il a tout son sens, quoi. Il faut trouver, en fait, une voix qui nous parle, quelque chose qui a un rapport avec nos valeurs, et puis faire son chemin. Et vous me le disiez également en début d'émission, en antenne, parce qu'on papote aussi pendant la musique, bah oui. Et vous me le disiez, coach, c'est aussi quelque chose qu'on a en soi finalement. Être à l'écoute, s'intéresser aux problématiques d'autrui. Oui, je pense qu'il faut avoir dans ses valeurs en fait la bienveillance, et puis il faut aimer les gens, quoi. Il faut aimer communiquer, il faut aimer se retrouver avec d'autres personnes, partager. Alors ce matin on parle du coaching, mais plus précisément du coaching neurosémantique. Alors on a envie de connaître un peu plus encore les bénéfices de cette méthode. Il y a une amélioration qui peut être très rapide. Bien sûr, puisque ce que va nous permettre en fait la neurosémantique, c'est d'avoir une meilleure gestion de nos émotions. Donc, imaginez une vie dans laquelle vous aurez plus besoin de vous mettre en colère. Une vie dans laquelle vous serez plus jamais en contradiction avec vous-même, puisque vous serez capable, à un moment donné, de générer des émotions qui vous seront favorables, qui vous seront utiles. Donc, tout ça va changer votre mode de fonctionnement. Ah, ça fait envie. Souvent, vous me disiez aussi, le premier pas est difficile, c'est-à-dire, voilà, de se dire, bon, maintenant, ça me tente, j'en aurais peut-être besoin. Mais de là à appeler un coach, c'est plus difficile. Oui, donc des fois il y a des appréhensions. C'est que pour certaines personnes peut-être qu'il y a une faiblesse, et puis c'est pas toujours une chose facile finalement de communiquer sur ses faiblesses. D'un point de vue de son ego, des fois on préfère communiquer sur nos points forts, quoi. Il y a aussi un effet d'inertie, c'est-à-dire la chose la plus difficile, c'est à se mettre en mouvement. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile. À partir du moment où on se met en mouvement, quand on commence à lire, quand on commence à vouloir agir, alors les choses rapidement prennent une toute autre allure. Et vous disiez également, on ne force pas quelqu'un à aller voir un coach, ça doit être plus qu'un besoin, une envie, mais tout de même, on pense aux personnes qui considèrent que demander de l'aide à l'extérieur, c'est une marque de faiblesse. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre à ces personnes-là ? Alors, pour certaines personnes, de vivre dans la souffrance, ça peut avoir un sens. Pour moi, une personne qui vient et puis qui me dit donc ça fait 10 ans que j'ai perdu mon mari et puis je suis toujours dans le processus de deuil, je me dis que si cette personne-là est en deuil depuis 10 ans, probablement que tout ça doit donner un sens à son existence. Et c'est probable que si tout d'un coup on lui enlève ça, qu'elle va se retrouver sans repère, qu'elle va se retrouver perdue. Donc pour moi, quelqu'un qui vit dans la problématique et qui est content finalement avec ça, c'est ok, quoi. D'un point de vue personnel, je pense que la vie elle est vraiment trop courte. Et puis là, si personne finalement s'occupe d'aller bien, personne d'autre va le faire pour elle. Donc pour moi, c'est ma responsabilité d'aller bien au quotidien. Est-ce qu'une personne peut venir chez vous, venir chez un coach certifié, professionnel,
en se disant, voilà, j'ai pas une problématique particulière, mais je sens bien que je suis pas complètement heureux ou que je pourrais aller mieux. Est-ce que c'est possible de partir sur un sujet aussi vaste ? Oui. Par contre, on ne va pas le faire par le biais d'une séance. Souvent, ce que je vais proposer, j'ai des petits ateliers en fait qui durent une demi-journée, le samedi matin, en l'occurrence, il y en a 2, fin février, le 22 et le 1er mars, où les personnes vont pouvoir faire en fait un travail collectif. On va dire, ça sera entre 5 et 10 personnes. Et là, en fait, on va aborder les principales clés du changement. On va aborder en fait le premier pas à faire au niveau du développement personnel pour s'orienter vers le positif, pour s'orienter vers la solution et partager son expérience avec d'autres personnes. Donc le coaching pour mettre en place des projets, des coups de pouce, des pistes, des clés pour aller mieux, parce que le bonheur c'est un état normal, vous le pensez Jean-Yves Butet, pour l'être humain ? Je pense que c'est un état qui se cultive. Je pense qu'il faut être proactif. On parle souvent de la pensée positive, on peut avoir des avis divergents par rapport à ça, mais ce qui est certain, c'est que si on observe une situation avec un regard positif, il va être beaucoup plus simple finalement d'aller dans cette situation et puis de parvenir à trouver des solutions. Jean-Yves Butet, je rappelle que vous êtes coach certifié Metastate Practitioner en anglais, ce que l'on peut traduire en simplifiant par praticien en émotion. Je trouve ça assez joli. Vous êtes venu ce matin nous parler du coaching tel que vous le pratiquez ainsi que de la méthode neurosémantique. Merci à vous. Merci. Très belle journée. Merci.